Bon les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo sur la Mégane 3 RS. Et aujourd'hui, ça va être la première vidéo entre guillemets à l'atelier, puisque c'est la première fois qu'elle arrive à l'atelier. Et ça va être le check-up complet pour voir un petit peu la liste des choses à faire, à prévoir, à tester sur cette Mégane 3 RS. Bon, donc la première fois qu'on va utiliser ce pont là, hop, donc ça va vous changer un petit peu les vidéos. Bon, avant de lever la voiture, donc déjà, vous m'excuserez, hein, mais c'est les premières fois qu'on utilise ce pont-là. Donc j'ai une certaine appréhension sur la fixation, l'utilisation, le fait que ça peut basculer, etc. Autant les ponts ciseaux, j'ai tellement l'habitude que maintenant, j'y pense plus. Mais là, du coup, si vous me voyez tenir un peu la voiture ou faire des tests, ne vous inquiétez pas. C'est pour tout simplement tester que tout va bien. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va tout simplement prendre un petit tableau Velleda et on va faire un check complet des éléments à vérifier, à changer, etc. pour pouvoir passer la première commande de pièces pour pouvoir attaquer la remise à neuf complet de cette Mégane 3 RS. Donc les amis, on va commencer par étapes. La carrosserie, vous l'avez déjà vu dans la précédente vidéo où on a acheté le véhicule, il n'y a rien à faire. Intérieur et extérieur, il n'y a rien à faire. Il y a deux petits coups de porte sur le côté droit. Donc à la limite, quand j'aurai mon débosseur sans peinture qui passera, je lui demanderai qu'il me le fasse. Mais on ne va pas faire une vidéo pour deux coups de caddie, soyons honnêtes. Donc là, sur ce véhicule-là, on va surtout s'attarder à la partie et l'aspect mécanique. Donc première étape, on s'occupe du compartiment moteur et boîte. C'est parti. Voilà. Donc on retrouve le fameux bloc 2 litres turbo. Alors on le sait déjà, c'était à faire, c'était à prévoir. On a la vidange moteur à faire, donc vidange plus filtre, ça c'est sûr. On a, alors c'était pas à prévoir, mais moi je vais le faire, on va s'occuper de la vidange de la boîte de vitesse. Pourquoi? Parce que sur ces modèles Renault, et pas que la Mégane 3 RS, toutes les Renault RS ont des synchronisations de boîte de vitesse qui sont assez faiblardes. La synchro de boîte de vitesse, ça sert à quoi? C'est une petite pièce qui se trouve à côté du pignon de boîte de vitesse et qui permet de pouvoir passer les vitesses facilement, ce qu'on connaît tous de nos jours. À l'époque, les boîtes n'étaient pas synchronisées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pouvait, quand on passait la vitesse, on avait les dents qui ne pouvaient pas être en face et on avait ce fameux cric qu'on a tous connu quand on loupe une vitesse. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle des boîtes qui ne sont pas synchronisées. Ça veut dire qu'il faut synchroniser la vitesse de rotation du vilebrequin, donc les tours minutes du moteur, avec la vitesse de l'arbre de la boîte. Bref, ça s'appelle du pilotage et nous, on ne connaît pas trop ça de notre époque. Donc là, on a des boîtes qui sont simplifiées, qui sont ce qu'on appelle synchronisées et quand les synchros commencent à fatiguer, le premier symptôme qu'on va avoir, c'est plus on va monter dans les tours et plus on va avoir des problèmes de passage de vitesse, soit des vitesses qui craquent. En l'occurrence, sur celle-ci, ce n'est pas le cas, c'est un bon point, donc du coup, on va faire en sorte de le préserver. Donc, vidange de boîte et VRX Gear, donc c'est parti. Donc là, on va mettre moteur, vidange, plus filtre. Et là, je mets M pour moteur. Voilà, donc là, on a la vidange moteur, le filtre et bien évidemment, la vidange de boîte. On ne parle pas des additifs, ça, ce sera directement dans les tutoriels. Donc ça, c'est pour la première partie. Maintenant, qu'est-ce qu'on va regarder? On va aller checker un petit peu le filtre à air, voir si c'est à prévoir. Je rappelle que c'est un véhicule qui a été volé, donc je ne dispose absolument d'aucun suivi. Mais toujours en s'occupant du moteur, ce qui va être intéressant de voir et ce qui me semble quasi obligatoire à faire sur un véhicule qui a été volé, c'est la vérification du turbocompresseur. Donc on va aller vérifier un petit peu la gueule des hélices, endoscope et au toucher. Et on va vérifier la compression moteur pour voir si le moteur n'a pas été ce qu'on appelle rincé, donc si les compressions moteur sont bonnes, ce qui va être un bon indicateur d'usure et d'état du moteur. Donc c'est parti. Donc test du turbo et prise des compressions. Ensuite, on va avoir quoi? On va avoir le test de la batterie. Donc c'est parti, on va vérifier le filtre à air et la batterie. Alors pour le test de notre batterie, on utilise la valise Icarsoft CR Ultra qu'on a testé et validé, qui est également disponible sur notre boutique officielle www.mytoygarage.fr, qui permet un test précis de la batterie. Donc ça c'est hyper intéressant parce que vous voyez par exemple on est sur une batterie là qui a un indicateur, donc qui est pratique pour une personne lambda. Donc vous voyez en gros blanc la batterie est morte, noir la batterie est moyenne et verte la batterie est parfaite. Là en l'occurrence, je peux vous le dire, on est vert. Alors la caméra vous n'allez pas le voir avec le contre-jour, mais vert, ça veut un petit peu tout et rien dire. Par habitude, j'ai déjà eu des batteries comme ça qui étaient vertes et qui étaient à moitié usées. Donc là, en fait, on va tout simplement utiliser un appareil qui va diagnostiquer précisément la batterie avec
sa capacité de charge, sa capacité de développer les ampères au démarrage, etc. Donc là, on a toutes les informations de notre batterie ici. Donc ça, je vais les rentrer dans le diagnostic. Et ensuite, il va venir la tester. C'est très simple et super efficace. Voilà. Donc là, on fait test de la batterie. Tac, prochaine étape. Donc là, il va vérifier le flottement de la batterie et ensuite, je vais lui en rentrer les valeurs. Hop, donc là, il me demande l'ampérage. Ici, c'est une 720 ampères, donc c'est parfait. Donc là, il va tester tout simplement tous les paramètres de la batterie. Voilà. Donc, l'exemple, il est parfait. Vous voyez, il me dit « Veuillez remplacer la batterie ». Et bien là, l'exemple, il est parfait. J'ai un indicateur qui est vert. Donc, techniquement, la batterie, elle est censée être en parfait état. Hein. Je suis tout simplement l'étiquette qui est marquée sur la batterie. Et on s'aperçoit que la batterie est chargée à 100%. Donc, visiblement, l'alternateur, tout ça, ça fonctionne très bien sur la voiture. La tension de la batterie est de 12,8 volts. Donc, ça, c'est pareil, c'est plus que correct. Et c'est d'ailleurs à ça que sert la petite pastille verte. Par contre, on voit que le courant de départ mesuré, donc le courant qui va servir au démarrage du véhicule, n'est plus qu'à 530 ampères quand la batterie est censée en développer 720. Ce qui fait qu'en fait, notre batterie, il ne reste plus que 54% de vie. Ce qui fait qu'elle est usée à 46%. Donc en fait, la batterie, elle est bonne à remplacer. Voilà, la batterie, elle est usée. Alors, elle fonctionne, hein. Clairement, je vais la laisser et ça, ce sera à faire pour cet hiver parce qu'avec le froid, c'est sûr qu'elle ne va pas faire un hiver plus. Mais voilà, le verdict, comme je vous l'ai dit, ne pas se fier à ces fameuses pastilles. Donc, ne perdez pas votre argent à acheter des batteries avec des pastilles comme ça en vous disant c'est génial, c'est le mimi, c'est le rara, je vais pouvoir voir quand est-ce qu'elle est usée. Preuve en image, ça ne fonctionne pas. Voilà, donc il y aura bien évidemment une batterie à prévoir. Mais avant de la changer, ce qu'on va essayer de faire, et ça vous allez le voir dans une prochaine vidéo, je vais essayer de vous intégrer ça, on a des chargeurs qu'on a rentrés de chez Topdon, notamment le Tornado 4000. Ce chargeur-là, il est incroyable. Alors déjà, il fait 6 volts, 12 volts, petite batterie, grosse batterie, batterie au lithium. Donc en gros, il fait absolument tout. Et surtout, il a un mode, ici vous le voyez, Repair, qui permet en fait de réparer les batteries. Alors attention, ne vous attendez pas à partir d'une batterie morte à une batterie neuve, mais en tout cas, on peut récupérer quelques pourcentages de vie. Notamment sur la dernière batterie que j'ai fait en essai, j'ai réussi à récupérer 14% de durée de vie de la batterie. Pourquoi? Parce que les batteries, dedans, elles ont des compartiments avec des petits connecteurs. Et ces connecteurs-là, généralement, se sulfatent. On a de l'oxydation, entre guillemets. Et bien, avec un courant électronique, il va venir nettoyer ces connecteurs-là et raviver un petit peu le courant dedans. Et donc, on peut récupérer un petit peu de vie. Donc là, dans une prochaine vidéo, je vais tout simplement la mettre en mode réparation et on testera si oui ou non on a réussi à récupérer un petit peu de durée de vie de la batterie et si oui ou non c'est toujours nécessaire de la remplacer. Voilà, donc ça je vous mettrai le lien en description de cette petite vidéo là. Il n'est pas très cher, il est génial et il fait absolument tous les types de batteries et en plus il a le mode de réparation. Donc là on prévoira une batterie. Donc là maintenant on va faire une petite vérif au niveau du filtre à air. Alors, que va-t-on découvrir là-dedans? Ok, donc là on a un filtre à air d'origine qui, ouais bon, est bien cracra quand même. Ouais, donc là il est plus qu'à changer, hein, vous voyez dedans. Voilà. Donc là on a également un filtre à air à prévoir. Et vous me connaissez, je suis un fervent utilisateur de filtres coton, type KN, BMC, Green, etc. Donc on va passer sur un filtre à air coton. Donc hop. Bon, je marque KN, mais je ne sais pas encore ce que je vais acheter. Pour mon choix, c'est très simple, je prends le moins cher. C'est aussi simple que ça. KN, Green, BMC, tout ce que vous voulez. Un fil coton, c'est un fil coton, c'est du coton. Au lieu du papier, ça laisse mieux passer l'air. L'avantage, c'est que c'est lavable et réutilisable. Pour la marque, je m'en tamponne, je prends toujours celui qui est le moins cher pour ma voiture. Alors, ce qu'il va falloir que je trouve également, c'est le petit cache qui va ici. On a forcément un cache qui vient recouvrir la batterie, surtout déjà pour protéger les cosses ici, parce qu'ici, c'est que des cosses positifs, donc on n'a jamais quelque chose d'apparent comme ça. Donc ça, il va falloir que je le trouve d'occasion, je pense que ça va se trouver facilement sur eBay. Hop, maintenant, on va regarder un petit peu le liquide de frein. Alors, le liquide de frein, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va pouvoir le tester avec un petit appareil. Alors pour tester le liquide de frein, soit on peut le voir à la couleur, mais c'est un test qui n'est pas forcément hyper précis, soit on a ce petit appareil-là, ou maintenant plutôt ce petit appareil-là, qui permet simplement avec une simple LED de détecter le taux d'humidité dans le liquide de frein, puisque la capacité du liquide de frein, c'est à prendre l'humidité.
et donc à devenir compressible et qui plus est arriver à une température d'ébullition rapidement, donc ce qui est hyper dangereux. Donc là, vous pouvez retrouver également ce petit appareil directement sur notre boutique officielle www.metalgarage.fr. Ça vaut pas très cher, c'est hyper pratique, vous le mettez dans le garage et ça permet de pouvoir tester en 2 secondes votre liquide de frein. Alors pourquoi je vais utiliser l'ancien modèle qu'on vendait et pas le nouveau? Tout simplement parce que j'ai plus de piles dans le nouveau. Donc du coup, j'ai réussi à choper une petite pile pour mettre dans l'ancien, mais ça fonctionne exactement de la même manière. Juste que celui-ci est beaucoup plus fini et plus qualitatif. Donc là, c'est très simple, vous l'allumez, tac. Donc là, vous voyez, il est à 0% d'humidité. On va le plonger dedans. Et là, on voit qu'on arrive entre le 2 et le 3e cran selon si je remue. Voilà, selon où je vais choper mon liquide. Donc bon, par principe de précaution, j'ai quand même envie de le changer. On pourrait continuer à rouler comme ça. Concrètement, on pourrait continuer à rouler comme ça parce que ça veut dire que là, on n'est pas dans la phase de dangerosité par rapport à la qualité de notre liquide. Mais quitte à refaire tout impeccable et à reprendre l'entretien, je vais le changer vu qu'on est vraiment à la limite entre le OK et le pas OK. Donc pour moi, c'est intéressant de le faire. Donc c'est parti, on va le noter. Donc là, on va se faire une nouvelle rubrique, ça va être les freins. Bon, sur cet aspect-là, c'est OK. Le turbo, on en a parlé tout à l'heure. Donc maintenant, on va aller passer un petit peu dessous. Hop. Et là, dessous, on retrouve notre allumage. Alors, le propriétaire à qui moi j'ai acheté le véhicule m'a dit avoir changé les bougies. Sauf que je ne sais pas ce qu'il a mis comme bougie. Et comme vous savez, mon petit côté maniaque fait que je vais les changer. Par contre, les bobines, elles, sont d'origine. Le véhicule a 125 100 km, donc on va les remplacer. Une bobine a une durée de vie en moyenne de 100-120 000 km. Ça veut dire que là, elles sont encore bonnes, mais qu'elles arrivent à terme. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? On va avoir une baisse d'intensité et de qualité de la bobine jusqu'à tout simplement une dégradation qui va entraîner une panne. Donc avant la panne, on va faire du préventif, il est temps de les changer, elles arrivent au bout, donc on va remplacer nos 4 bobines et nos 4 bougies. Alors ensuite, on peut observer ici, il y a une petite tache de gras. Donc vous voyez, si je vous mets de la lumière, là, on se rend bien compte que c'est gras sur cette surface-là. Alors, avant de prévoir quelques remplacements de joints qui soient, je vais dans un premier temps déjà vérifier le turbo. Donc ça, on l'a fait tout à l'heure, on l'a mis sur la checklist. Et je vais nettoyer. Pourquoi? Parce qu'il se peut tout simplement que le turbo fatigue, prenne un petit peu d'huile et fasse ruisseler de l'huile avec la chaleur du moteur sur le cache-culbut. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, elle est très simple. Vous voyez, j'ai mon bouchon d'huile ici. Donc qu'est-ce qui se passe quand je mets de l'huile et que je ne fais pas attention? Ça déborde. Quand ça déborde, ça chauffe et ça peut en mettre un petit peu partout. Donc avant de partir sur une hypothèse de remplacement de joint, on va déjà faire un coup de nettoyage et voir ensuite s'il y a la nécessité ou pas de remplacer. Le joint de cache-culbut que je pensais un petit peu faiblard et qui me semblait fuir n'a visiblement pas de trace de fuite puisque la fuite se situe au-dessus du joint de cache-culbut. Donc visiblement, c'est pas lui qui poserait de problème. Alors je vois qu'ici on a quelque chose qui renvoie les vapeurs d'huile. Vous voyez, et c'est peut-être lui qui suinte. Ici, on peut observer un petit joint sur la pièce qu'on voit ici. Donc peut-être que c'est lui où le joint est fatigué et suinte. Donc là, je suis pas magicien. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer ce moteur-là et ensuite on va analyser d'où est-ce que ça suinte et à ce moment-là, on commandera les bons joints. Donc là, on aura un nettoyage moteur. La courroie de distribution a été remplacée par le propriétaire juste avant la vente. Donc ça, j'ai la facture. La pompe à eau également. Donc ça, ce n'est pas à prévoir. La courroie d'accessoires a également été remplacée. Donc là, je suis en train de vérifier un petit peu les galets. Et on peut s'apercevoir que le galet tendeur est tout neuf. Celui, alors je ne sais pas si vous allez le voir, mais celui qui est juste en bas là, on voit bien qu'il est tout neuf. Là, le métal est encore tout frais. Donc courroie d'accessoires et galet tendeur, visiblement rien à faire. Voilà, donc de ce côté-là, ça semble ok. On check un petit peu les cylindres blocs. Donc les cylindres blocs moteurs ici sont en parfait état. Donc c'est impeccable. On va regarder un petit peu la couleur du liquide de refroidissement. Parce que oui, la courroie de distribution a peut-être été faite, mais de là à voir si le liquide de refroidissement a été intégralement changé, ça c'est une autre paire de manches. Bah, ma foi, le liquide de refroidissement a l'air propre. Donc je pense, sans certitude bien évidemment, mais je pense qu'il a été remplacé. Voilà, ça semble être du liquide de refroidissement jaune. À mon avis, il n'y a pas besoin de le remplacer. Alors maintenant, on va lever la voiture et on va aller voir
les radiateurs. Alors maintenant on va regarder un petit peu côté calandre. Alors ici on peut observer le radiateur de refroidissement d'eau. Alors on peut voir qu'il y a quand même pas mal de milliers de petits habitants dedans qui ont bien grillé, mais il n'est pas abîmé, il n'y a pas de traces importantes d'usure. Ici on peut voir le radiateur de climatisation. Quant à lui, on ne peut pas en dire autant. On voit qu'il a quand même bien vécu. Donc là vous voyez au niveau des ailettes, alors les conduites frigorifiques sont en parfait état. Par contre les ailettes, on voit qu'il a vraiment pris cher. Donc ça c'est simplement les cailloux, les bestioles, et d'ailleurs on le voit bien, il y a plein de petites bestioles dedans, mais aussi ce qu'on oublie trop souvent, le Karcher. Quand on passe le Karcher trop près, en fait avec la pression du Karcher, les ailettes sont tellement fines et fragiles qu'on va les détériorer. Donc là on voit qu'il a pris vraiment très cher. Donc là à terme ce ne sera pas fait tout de suite parce qu'elle fonctionne, mais il y aura certainement un radiateur de clim à prévoir. Ici on a ce qu'on appelle l'échangeur. Donc l'échangeur c'est quoi? C'est un radiateur qui va en fait refroidir l'air que le turbo va aspirer. Pourquoi? Le turbo va aspirer de l'air comme un moteur atmosphérique. Donc ça va dans la boîte à air, de la boîte à air c'est envoyé dans le turbo et le turbo va comprimer de l'air. C'est-à-dire que dans un même volume on va mettre plus d'air en le comprimant. C'est comme ça qu'on arrive du coup à booster les moteurs. Au moment où le turbo va venir comprimer l'air, en fait de l'air comprimé ça chauffe. C'est aussi simple que ça. Donc c'est-à-dire que si on aspire de l'air à 20 degrés, qu'on le comprime, au moment où on va le comprimer, ce qui était à 20 degrés va peut-être passer à 35 degrés. Et si on ne le refroidit pas, c'est très simple, plus l'air est chaud, moins elle contient d'oxygène, moins elle contient d'oxygène, plus on a la performance du moteur qui baisse. Donc on prend de l'air, on la comprime, ce qui fait qu'on en envoie plus dans le moteur, mais avant ça, pour avoir un rendu optimal, il faut tout simplement refroidir cet air-là. Pour la refroidir, on a tout simplement un radiateur d'air qu'on appelle un intercooleur ou un échangeur. Voilà, échangeur c'est en français, intercooleur c'est en anglais. Donc là, il va falloir veiller à ce qu'il soit toujours propre et en parfait état. Pourquoi? Parce que s'il est sale ou tout simplement qu'il est abîmé, sa capacité à refroidir votre air va baisser. Donc le taux d'oxygène envoyé dans le moteur va baisser et donc les performances globales du moteur vont baisser. C'est valable pour les moteurs essence ou diesel. Là, en l'occurrence, on voit qu'il n'est pas spécialement abîmé, mais il est quand même pas très frais. Vous voyez dessous là, ici, ça a été abîmé. On voit, hop, l'échangeur a été abîmé. Donc ça, c'est pas terrible. On voit qu'il est plein de petites bêtes. Il est plein, l'intercooleur est plein. Donc s'il est plein, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'air a du mal à le traverser. Donc baisse du refroidissement. On voit également qu'il y a pas mal d'ailettes, notamment à cet endroit-là, qui ont disparu. Encore une fois, certainement, coup de Karcher. Vous voyez, on a des trous, il n'y a plus d'ailettes. Donc là, on peut dire, à vue d'œil, grosso merdo, il faudrait le mesurer sur un banc de puissance, mais on peut dire qu'on a perdu globalement à peu près 20 à 30% d'efficacité de l'échangeur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a perdu à peu près 20 à 30% du rendement d'oxygène qu'on envoie dans le moteur. Donc là, c'est bête, mais là, vous prenez la même pièce d'origine, vous la changez, vous gagnez facilement 10 chevaux. Donc là, en l'occurrence, l'échangeur, pour obtenir une performance maximum du moteur, même d'origine, sans parler de préparation, il nécessiterait un remplacement. Pour la personne qui s'en fout et qui veut juste une voiture qui roule, il n'y aurait pas besoin de le remplacer. Mais moi, je suis maniaque, donc on va le remplacer. Si on part sur un projet de préparation, on le remplacera, mais surtout par une pièce en aluminium avec un meilleur rendement, mais ça coûte aussi beaucoup plus cher. Sur une pièce d'origine, on va être aux alentours de 150-180 €. Sur une pièce sport, on va être aux alentours de 700 à 900 €. Donc on prévoit de le changer et quel modèle on mettra, ça dépendra de la finalité qu'on donne à ce projet. Alors quand les gens vont voir ça, il y en a plein qui vont se dire « Ouah, c'est une merguez qu'il a acheté ». Alors oui et non, parce qu'en fait c'est uniquement de l'entretien. Et je suis sûr que je prends 90% de vos véhicules, l'échangeur il est à peu près dans le même état, le radiateur de clim est à peu près dans le même état. Mais encore une fois, on recherche à refaire une voiture propre, entretenue, et surtout je suis maniaque, donc j'ai envie de la refaire nickel, donc c'est ce qu'on va faire, on ne va pas lésigner sur les moyens. Ok, donc là les amis, on va tout simplement s'occuper en fait du freinage, donc on va vérifier un petit peu l'état du freinage, ce qu'il y a à faire sur le freinage, et ensuite on va s'occuper du dessous de la voiture, voir s'il y a des traces de choc, des traces d'accident, des déformations ou autres. Bon, maintenant on va s'occuper des trains roulants, donc pneumatiques, jantes, étriers, plaquettes, disques, amortisseurs et tout simplement les trains. Donc les pneumatiques n'ont pas d'usure prononcée, ils sont à peu près à mi-usure, donc ça
on pourrait dire, considérer que c'est bon, ils passeront le contrôle technique. Sauf que si on regarde un petit peu la date de fabrication de ces pneus-là, donc c'est du Michelin Pilot Sport 4, on va avoir une date de fabrication ici, 50-17, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire 50e semaine de 2017. Nous sommes en 2022, ce qui fait que ces pneus-là ont 5 ans. La durée de vie maximum d'un pneu, en termes de gomme, c'est 5 ans. Donc là, on a les 4 pneus à prévoir. Continuons sur la partie qui est visible, les disques de frein. Les disques de frein, ça se mesure, on mesure la collerette. Alors, on ne va pas le mesurer parce que 3/4 des gens n'ont pas de quoi mesurer, mais là, on peut s'apercevoir que la collerette est quand même importante devant et elle est également importante derrière. Donc, on pourrait, je pense, les garder encore 15-20 000 km maximum. Mais étant donné que vous le voyez, les étriers de frein sont vraiment pas jolis, ça veut dire qu'on va refaire la peinture de ces étriers-là, et que les plaquettes de frein sont presque à changer, on ne va pas remettre des plaquettes neuves sur des disques qui sont presque à changer. Donc on va tout remplacer. Donc là on va changer les disques avant, les plaquettes avant et on va refaire l'étrier de peinture. Donc la peinture des étriers, on va aller contrôler derrière l'état général. Donc là on a des disques par contre qui sont morts, hein. Les disques de frein arrière sont morts et à l'inverse les plaquettes sont neuves. Alors le problème c'est qu'on ne va pas monter des disques neufs sur des plaquettes usagées. Donc à l'arrière c'est pareil, on va remplacer disque et plaquettes. Donc disque et plaquettes sur les 4 roues. Disque plus plaquette fois 4. Maintenant on va regarder un petit peu l'état des trains roulants. Donc là c'est très simple, hein. On prend la roue et on la bouge de gauche à droite déjà pour regarder si on n'a pas un jeu dans la direction, donc rotule de direction. Là en l'occurrence c'est impeccable. On fait de haut en bas savoir s'il n'y a pas un problème dans le roulement. C'est impeccable, bien évidemment on fait la même chose de l'autre côté. Donc là on n'a pas eu tout de jeu. Et pareil. Alors à l'arrière, je ne vais pas le contrôler puisqu'on va changer les disques à l'arrière et dans les disques à l'arrière, le roulement est intégré. Donc du coup, les roulements de roues arrière seront changés obligatoirement. Bon, alors maintenant qu'on est dessous, on va pouvoir contrôler un petit peu les trains roulants. Donc déjà les cylindres blocs, donc ça c'est du visuel. Donc là, on va contrôler un petit peu les soufflets, donc les petites rotules. Là, ça semble impeccable. On a les soufflets ici de bras, ils sont impeccables. Le cylindre bloc ici, il est impeccable. Donc là, on va contrôler un petit peu les jeux. Ici, on va pouvoir contrôler également notre rotule de direction. Elle est impeccable. Donc en fait, il n'y a pas de souci. Donc là, je contrôle également de ce côté-là. Bon, donc là, maintenant, on va regarder un petit peu les trains arrière. Donc on va contrôler les amortisseurs, les ressorts. Donc là, les amortisseurs sont nickel, il n'y a pas de fuite. Les ressorts, il n'y a pas de fuite. Les étriers de frein sont propres, pas de fuite. Bon, par contre, on voit bien que les disques, eux, sont complètement capoutes, hein. Donc là, on fait la même chose de ce côté-là. Ça semble vraiment propre. Ok, on a le filtre à carburant ici. Filtre à carburant, à mon avis, qui lui n'a jamais été changé. On va certainement avoir l'année dessus. Non. Mais une chose est sûre, c'est qu'il a un voile de peinture, regardez. Ici, on voit qu'il a subi la peinture de la voiture. En fait, quand ils ont repeint la voiture, on voit que le voile, parce qu'il y a la cabine d'aspiration, l'aspiration se fait sous par des grilles, et donc le voile vient s'accrocher. Et là, on voit que le voile de peinture a été dessus. Donc ça veut dire que depuis le vol, ça n'a jamais été changé. Donc ça, on va le prévoir. Donc là, on va faire une rubrique d'hiver. Vous savez, toutes les petites choses annexes qu'on va voir. Donc là, on a dit filtre à carburant. Dans la continuité, on va pouvoir ajouter le filtre à habitacle qui, à mon avis, pareil, n'a pas été changé. Donc pour 6 €, on ne va pas s'embêter. Ok, donc maintenant, on va s'orienter un petit peu sur l'aspect structurel de la voiture. Traces d'accident, déformation, chose qu'on n'a pas pu voir quand on a acheté le véhicule. Donc là, déjà, sur l'aspect mécanique, globalement, on peut clôturer en disant qu'il n'y a pas grand-chose à faire, mis à part une remise à plat de l'entretien. Donc plutôt bilan positif pour le moment. Maintenant, on continue un petit peu l'inspection. On est devant, on va essayer de trouver des traces de choc avant. Donc la première chose à faire, c'est que quand ça tape, on va aller voir là-dessous. Là-dessous, on a la structure du véhicule. Donc vous avez les longerons qui sont ici. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de structurel, hein. Donc c'est vraiment ce qu'il faut regarder si ça a bougé ou pas. Parce que si le longeron est touché, ça veut dire qu'il faut que ça passe sur un marbre. Les réparations sont importantes et ont intérêt d'être parfaitement faites parce que c'est la sécurité du véhicule, mais surtout la sécurité des passagers. Donc là, on voit qu'il n'y a absolument aucune trace de déformation sur les longerons, aucune trace de soudure qui a été repris hors origine. Donc on voit bien les points d'origine de fixation. Donc ça, c'est super intéressant. Ici, on a le petit pilier qui va venir sur le berceau moteur qui est impeccable.
Pareil sur la fixation de la traverse, c'est impeccable. On n'a absolument aucune trace de choc. Vous voyez, même au niveau du pare-choc, etc. On a ici les fixations des badelles. C'est impeccable, ça n'a pas été repeint. Toutes les fixations sont d'origine. Donc de ce côté-là, c'est impeccable. On va contrôler pareil de ce côté-là. Alors, tout ce qui est intérieur d'elle, c'est impeccable. Ici, on a le longeron. Donc on cherche des traces de déformation, des peintures craquelées, des souillures qui auraient été refaites, des mastiques. Là, il n'y a absolument rien. Ça n'a jamais tapé à l'avant. Autre chose qu'on peut regarder, c'est ça. Ça, c'est aussi un point de déformation. Vous voyez, c'est pré-plié. C'est pas que ça a tapé, c'est que c'est pré-plié. C'est fait pour encaisser. En fait, le but, c'est que ça fasse accordéon et que ça prenne l'énergie cinétique pour éviter aux chauffeurs et aux passagers de prendre plein la gueule. Donc là, pareil, on voit, il n'y a pas de trace de pliure. Sinon, la peinture serait craquelée et ils auraient forcément remis des pièces neuves vu qu'elle est passée devant 5 experts. Autre petit point, vous avez un petit témoin ici, vous voyez. Et en fait, on peut contrôler l'avancée de ce témoin dans le trou ici. Et là, on constate qu'il est impeccable. Et de l'autre côté, il est impeccable aussi. Donc, il n'y a absolument aucune trace de choc potentiel à l'avant. Donc, on continue, on avance. Donc là, on va checker un petit peu les bas, les planchers et les bas de caisse. Donc là, on voit qu'il n'y a pas eu de déformation, il n'y a pas eu de dégradation, il n'y a pas eu de réparation. Donc ça, c'est plutôt bon. Voilà, là, on a les bas de caisse, tout est d'origine. Tout est absolument d'origine. Il n'y a pas eu de réparation de fait là-dessus. Donc ça, c'est bon. On contrôle l'autre côté également. Ok, j'ai cru que c'était de la rouille, mais non, c'est du plastique, donc c'est pas de la rouille. Alors là, on voit qu'il manque une petite fixation, mais bon, rien de grave. Il n'y a pas eu de déformation, rien. Là, on a les accroches d'origine des bas de caisse. Le plancher n'est pas déformé. Donc pareil, sur les latérales, c'est intéressant. Alors, il faut les regarder aussi, puisque si vous avez un choc latéral, et ben vous avez tout simplement ici la structure qui peut être déformée. Donc ça se voit immédiatement. Et qui plus est, quand ça a été refait, vous avez des jonctions d'anti-goudron, vous avez des jonctions de peinture, ça se voit immédiatement et là on a tout qui est d'origine, donc ça c'est pareil, elle n'a pas eu de choc latéral. Ça ne veut pas dire qu'elle ne s'est pas fait prendre une bosse sur la portière, attention, mais ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'accident vraiment sur le choc latéral. On continue toujours dans cette même surface et là immédiatement on voit que par contre ici elle a eu un choc. Voilà. Là il y a eu un enfoncement et on peut voir ici qu'il y a eu de la terre. Voilà. Donc ça laisse penser quoi? Deux possibilités. Soit la voiture elle est dans un champ, ce qui est tout à fait envisageable, attention, parce que moi des fois je vais faire des rassos dans des champs où ça frotte de partout. Donc ça peut être tout simplement la voiture qui était basse, qui serait venue du coup taper une motte avec potentiellement un caillou qui aurait enfoncé cette partie-là de l'échappement. Ou alors ça peut aussi laisser présager une sortie de route, c'est-à-dire une perte d'adhérence, la voiture vient à glisser, terminer sa course dans l'herbe, elle chope un petit peu d'herbe ici et un choc ici, un caillou, une bordure de trottoir, on n'en sait rien, vient percuter l'échappement. Voilà, ça c'est des choses qui sont envisageables. Donc du coup, ce qu'on va faire pour essayer de comprendre un petit peu ce choc-là, c'est qu'on va aller inspecter les roues. Parce que on voit qu'il y a de la terre, donc ça veut dire que ça ne fait pas 10 ans que c'est comme ça. Ça fait peut-être quelques mois. Il n'y a pas eu de choc énorme puisque ça c'est uniquement des feuilles de pare-chaleur. Elles ne sont pas déchirées, il est juste marqué ici, elle a juste pris sur toute la terre. Et l'échappement, c'est pareil, il n'est pas déchiré, il a juste une bosse ici. Donc ça, on prévoira certainement un échappement. Donc on va aller le noter. Et on va surtout essayer de comprendre. C'est-à-dire que, vous voyez, le choc, il est venu comme ça. Donc ça veut dire que la voiture a forcément fait comme ça. Donc techniquement, ça a tapé obligatoirement de ce côté-là. Si ça a tapé, bien évidemment, ça se trouve, c'est juste dans un champ, une bosse, et ça a frotté. Il y a beaucoup de rassemblements qui se passent dans les champs. Donc ça veut dire que la voiture a forcément glissé, tapé. Alors peut-être qu'ils ont échangé les roues, donc on va contrôler les 4. Ce qu'on va essayer de trouver, c'est les pneus ont 5 ans. Donc ça veut dire que les pneus ont subi le vol, puisque les pneus étaient là, date de avant que le véhicule soit volé. Déjà, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils n'ont pas été usés. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas fait forcément de circuit ou autre avec. Maintenant, on va essayer de trouver des chocs sur les roues. Parce que si vous prenez un trottoir, donc vous allez faire du jardinage à 90-100 avec votre voiture, il y a des traces. Donc là, il n'y a pas d'hernie sur le pneu, il n'y a pas de trace de choc sur le pneu et il n'y a pas de déformation du pneu. Donc on va faire ça intérieur et extérieur et là, on n'a pas de trace. Donc ça, c'est plutôt bon signe. On va contrôler l'autre.
Donc on contrôle vite fait les autres, savoir si elles n'ont pas été échangées. Donc, on ne peut pas exclure qu'elles ne soient pas sorties de la route. Ce qu'on peut exclure, c'est qu'elles soient sorties en ayant eu un choc, donc style un trottoir, etc. Parce que les roues auraient forcément pris et là, il n'y a rien. Donc peut-être qu'elle a été sur route, sortie de route, elle a pris un champ un petit peu violemment, ce qui a entraîné quelques prises de terre ici. Il faudrait envoyer ça dans un labo pour analyser la terre. Non, je plaisante évidemment. Et du coup, qu'elle ait pris un caillou, quelque chose qui aurait du coup endommagé le pot d'échappement. Ou alors un rassemblement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas eu de choc. Donc ça, c'est aussi intéressant. Il faut essayer de faire parler un petit peu la voiture comme ça pour essayer de trouver son cycle de vie, ce qu'elle aurait pu potentiellement avoir. Donc là, la seule surprise qu'on a sous cette voiture-là, c'est vraiment ça. Toujours en analysant, on peut voir la traverse arrière ici, qui peut être un signe de choc arrière. Donc là, on la voit bien. Là, il est impeccable. Le pare-choc, il est impeccable. Il n'a pas subi de réparation. On ne voit aucune trace de réparation du pare-choc. Donc globalement, c'est impeccable. Voilà. Donc sur la mécanique, bonne nouvelle. Sur la partie châssis, je dirais plutôt que des bonnes nouvelles, à l'exception du coup de l'échappement et de la petite sortie de route ou potentiel bosse dans un champ. Mais en tout cas, il n'y a pas de déformation, il n'y a pas de trace de réparation, il n'y a rien qui a touché la structure du véhicule. Donc ça veut dire qu'on est certain que le véhicule déjà n'a jamais été accidenté. Donc ça, c'est une superbe nouvelle. Parce que c'était le point le plus noir, entre guillemets, quand on achète un véhicule volé, l'historique est super flou et potentiellement il a pu être accidenté, brûlé, réparé, voilà, on ne sait pas trop. Donc là, de ce côté-là, très bonne nouvelle, impeccable pour l'instant, ça sent plutôt la bonne affaire. Voilà, donc maintenant, dernier point d'analyse qu'on va faire, et ben, ça va être tout simplement la valise diagnostique. On va venir raccorder la valise diagnostique sur la voiture, on va faire un check complet de la voiture, voir s'il n'y a pas des problèmes, cette fois-ci électroniques, donc non visibles, ou tout simplement des choses qui auraient été, entre guillemets, cachées ou non visibles à l'œil nu. Bon, voilà, on va lancer du coup un diagnostic, donc on a été directement sur la marque Renault. On lance la recherche, tac. Voilà, donc là, il me trouve le véhicule, le moteur, etc. Mégane 3, on fait un test complet. Ah, donc on a quelques petites choses qui arrivent. Bon, globalement, ça semble plutôt pas mal. Voilà, donc on a 3 codes erreurs sur l'intégralité de la voiture. Alors si on reprend ceux qui sont bons. L'injection est OK, l'ABS est OK, le tableau de bord est OK, airbag OK, porte conducteur, éclairage, aide au parking, tout ça c'est OK. Par contre, on a un problème sur capteur valve de roue. C'est vrai, ça on va se le noter tout de suite. Il nous manque sur cette roue-là un capteur TPMS. En fait, ils ont dû le casser lors du montage. Vous voyez, ça je l'avais oublié, je le savais. Ils ont dû le casser lors du montage et du coup, en fait, ils n'en ont pas remis, ils devaient pas en avoir sous la main. Donc, il faut qu'on achète un capteur TPMS. Et comme ça me fera une petite vidéo à vous montrer pour tout simplement le réglage du capteur TPMS. Ensuite, on a circuit capteur d'humidité. Alors, vous voyez, ça peut être intéressant. 2 possibilités. Soit ça peut être la cartouche de la climatisation qui est faible, donc qui a besoin d'être remplacée. Soit ça peut être tout simplement le radiateur de clim qui ne fait plus assez de froid parce qu'on a vu qu'il était quand même pas mal usé et qui peut entraîner du coup le déclenchement de ce fameux capteur. La clim marche, mais on sent que la clim ne marche pas comme si elle était neuve. Elle a 13 ans et donc je pense que le capteur le détecte. Et là on a direction assistée, donc ça pourrait faire peur, mais en fait ça n'a rien du tout puisqu'on voit information multiplexée, injection absente. Alors la direction assistée marche parfaitement, mais généralement quand vous avez information multiplexée, le multiplexage c'est de l'électronique, c'est-à-dire que c'est bien parce que ça fait moins de câbles, c'est plus technologique, etc. Sauf que le problème du multiplexage, c'est que quand vous avez une panne à un endroit, ça va vous entraîner 10 codes erreurs. Et généralement quand vous avez information multiplexée, cherchez pas, c'est tout simplement une erreur qui arrive en cascade. Donc à mon avis, je pense que ça vient directement du multiplexage de la valve de roue. Donc la valve de roue est détectée manquante. Donc le multiplexage, il y a une absence de signal. Donc ça déclenche un problème sur le multiplexage qui est lié à la direction assistée. Ça ne déclenche pas un problème, ça déclenche un code sur le circuit électronique. J'insiste bien là-dessus, c'est-à-dire qu'on n'a pas un problème physique sur la direction, on a un problème, une absence de signal électronique. Donc, si on peut résumer, on a 2 erreurs, dont une qui est très simple puisque c'est la valve de la roue et l'autre c'est le circuit d'humidité. Donc ça, il va falloir creuser un petit peu plus et du coup, ça va peut-être nous donner par la suite la panne.
Voilà, mais en tout cas, globalement, en termes de diagnostic, ça va parfaitement, puisqu'à l'exception de cette petite valve, on aurait un seul problème sur un capteur de climatisation. Sur une voiture qui a 13 ans, avec zéro historique, ayant qui plus est qui a été volée, moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais les amis, ça y est, ça se termine pour cette petite vidéo un petit peu diagnostic. Alors on va résumer un petit peu ça. Est-ce que j'ai acheté une merguez ou pas? On ne peut pas répondre 100% à la question puisqu'on n'a pas fait une multitude de tests, notamment sur l'état du moteur, du turbo, etc. Notamment ce qu'on va découvrir en vidangeant la boîte de vitesse, même si pour la boîte de vitesse je suis plutôt serein parce qu'elle marche parfaitement. Mais de ce qu'on a pu voir visuellement, c'est déjà plutôt prometteur. C'est-à-dire que j'avais pu voir le côté extérieur de la voiture, je ne pouvais pas passer dessous quand je l'ai acheté. J'avais vu qu'elle n'avait pas de trace de choc et ça confirme au niveau structurel châssis, c'est une voiture qui n'a jamais été accidentée. Maintenant, on a quand même une petite trace de choc au niveau de l'échappement et d'un pare-chaleur. Il n'y a rien de bien grave. Je ne pense pas que ce soit quelque chose d'important, je pense plus quelque chose qui a frotté dessus. Mais en tout cas, c'est fait, donc il faudra réparer. En termes de mécanique pure et dure, donc on a ce qui était visible, hein, les pneus, les disques, les plaquettes, les étriers à repeindre parce qu'ils sont vraiment pas jolis, les petites choses sur le moteur, mais c'est pareil, il n'y a pas grand chose. Si on reprend, on aura bien évidemment toutes les vidanges et tous les filtres. On a les tests du turbo et de la prise de compression du moteur. Donc ça, c'est pour vérifier un petit peu l'usure et l'état interne du moteur. On aura le remplacement de la batterie qui était intéressant de vous montrer. On aura l'ajout d'un filtre à air KN puisque le filtre à air d'origine est HS. Bobine, bougie. Là, je ne serai pas obligé de mettre les bougies puisque les bougies ont déjà été changées, mais ça, c'est ma maniaquerie qui parle. On va nettoyer le moteur pour vérifier d'où vient cette petite fuite. Donc, il y aura certainement un petit joint à changer à l'avenir. On aura l'échangeur à changer. Pareil, ce n'est pas obligatoire, mais c'est parce que je veux qu'elle soit nickel et qu'elle ne perde pas de chevaux. Donc là, c'est quelque chose qui ne serait pas forcément obligé de faire. Donc, si on reprend comme ça, le radiateur de clim, c'est pareil. Ce ne serait pas obligatoire de le faire puisque ça fonctionne encore. Mais ça, c'est ma maniaquerie également. Donc, je vous mets un petit astérix. Au niveau des freins, le liquide, c'est pas urgent de le faire, mais c'est quand même mieux de le faire. On aura 4 pneus, ça c'est obligatoire pour la sécurité. La peinture des étriers, c'est pareil, c'est pas obligatoire, c'est ma maniaquerie. Les disques et plaquettes, c'est pareil, les plaquettes à l'avant sont ok, enfin sont à changer, les disques sont pas forcément arrivés à terme. À l'inverse, à l'arrière, les disques sont à faire, les plaquettes sont quasi neuves. Donc là, c'est pareil, il y a un petit peu de maniaquerie là-dedans. Il y a 50% de frais en plus parce que je veux que ce soit nickel et pas du rafistolage. Et après, on retrouve diverses petites choses comme le filtre à essence qui est d'origine, 125 000 km. Voilà, comme à chaque fois, c'est plus une surprise. Le filtre à habitacle qui également est d'origine, l'échappement qui est abîmé et le capteur TPMS qui a tout simplement disparu. Donc voilà, il y a une partie de choses que je rajoute pour que ce soit nickel, une partie qui est à mon sens obligatoire pour la sécurité du véhicule et son entretien. Le pari que j'ai pris en achetant cette voiture-là, c'était un pari risqué puisque c'est une voiture sans contrôle technique, volée, sans aucun suivi dans le temps. Donc peut-être qu'elle a été très bien suivie, mais du coup on ne le sait pas vu qu'il n'y a plus de carnet, il n'y a plus tout ça, il n'y a plus de facture. J'ai uniquement la dernière facture de l'ancien propriétaire qui comprend la courroie de distribution, la courroie d'accessoires, les bougies et le galet tendeur ainsi que la pompe à eau. Donc ça, je n'aurais pas besoin de le refaire puisque ça a déjà été fait et que j'ai une entière confiance en l'ancien propriétaire parce qu'il était vraiment très sincère. Et d'ailleurs, ça se voit, la courroie est neuve, le galet est neuf, donc je ne vois pas pourquoi il m'aurait menti pour le reste. Les amis, j'espère que cette petite vidéo un petit peu diagnostic et état des lieux sur cette Mégane 3 RS vous a plu. On a pu répondre à la première question, du moins la première partie de la première question, si c'était une merguez ou pas. Pour le moment, c'est plutôt prometteur. Ça ne semble pas être une merguez. La suite de la réponse, on l'aura lors des ateliers mécaniques. Les amis, un grand merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tous les liens sont en description de la vidéo. Et bien évidemment, je compte sur toi pour t'abonner et recevoir une notification pour les prochaines vidéos sur cette Mégane 3 RS. Allez les amis, à très bientôt. Ciao.